Oumar Andjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Roland, bonjour à tous. Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Oumar Andjou, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Vous avez donc fait tout possible pour être sur ce plateau. Merci pour tous les efforts faits. Et nous irons directement du côté de la Guinée équatoriale. Un communiqué sorti par donc, le ministère des Affaires étrangères, signé par le directeur de cabinet, une fois encore rassure les Béninois en Guinée que les dispositions sont en train d'être prises pour rapatrier ces immigrants clandestins dont le bateau a échoué en Guinée équatoriale. Et ce communiqué est sorti hier. Nous avions bien voulu, puisque nous avons eu l'information que le consul de Bata, ces immigrants sont à Bata, les Béninois sont au nombre de 54, 55 au départ avec un décès, 54. Et nous avons voulu donc que le consul de Bata, qui est actuellement au Bénin, intervienne en direct au téléphone sur ce plateau. Donc peut-être qu'on s'y est pris un peu tard, mais il a dit qu'il ne pourra pas donc intervenir parce qu'il n'a pas pris l'autorisation de l'hiérarchie, mais que les dispositions sont en train d'être prises. Je sais que Laurent, qui fouine un peu, sait de quoi je parle. Laurent, vous avez vu ce communiqué. Une fois encore, les dispositions sont en train d'être prises par le ministère des Affaires étrangères. Je voudrais qu'on situe la date à laquelle on nous a informé qu'il y a des migrants qui ont échoué en Guinée équatoriale. Et quand on considère le délai là, aujourd'hui, où encore on est en train de dire qu'on est en train de prendre des dispositions, j'estime que parfois nous devons apprendre à être proactifs. Proactifs en ce sens que dès lors qu'il y a urgence, nous devons avoir des solutions, réponses urgentes. Parce qu'il y a des situations qui arrivent où on n'a plus le temps de réfléchir. Il faut agir au plus pressé. Et je pense que cela nous fait défaut parfois au 229. Parce que quand je me rappelle du passage du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur ce plateau, quand vous l'avez posé la question par rapport à la situation des gens au Liban, vous avez vu, il est parti dans la généralité, ce qui se fait depuis 3 mois, mais ce dont on a besoin, c'est ce qui se fait actuellement, au moment T, comme on le dit, à l'instant T, comme on le dit. Qu'est-ce qui se fait actuellement, de façon urgente, qu'est-ce qui est fait pour aider nos compatriotes? Il y a des moments où on n'a plus le temps de dire, on est en train de prendre des dispositions et puis rassurer. Non, ce n'est pas ça le problème. Les gens sont en difficulté. Et quand les gens sont en difficulté, il ne faut pas aller réfléchir, aller faire des ateliers, mettre des comités qui vont commencer par réfléchir. Et c'est peut-être 112 heures après qu'on prend la première décision. Et après, il faut aller soumettre ça au ministre de tutelle. Et après, le ministre de tutelle dit, bon, il faut aller directement aller voir comment vous appelez un conseil des ministres d'abord. Il faut que le conseil des ministres valide d'abord. Que disons-nous alors des comités de crise permanents installés dans les pays qui s'occupent des problèmes urgents et qui répondent de façon urgente? Moi, je pense que c'est à ce niveau que nous devons interpeller nos gouvernants parce qu'on a évoqué la question des migrants. Vous savez, ces gens en difficulté. Et donc, le temps qu'on met à réfléchir pour dire, pour sortir communiquer, pour rassurer, c'est du temps perdu. D'hier à aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Du moment où on a informé qu'il y a des gens qui sont en difficulté en Guinée à la date d'hier, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, écoutez, pour affréter un vol spécial, pour aller chercher les gens, parce qu'on connaît les noms, le nom, vous l'avez dit, quand même, c'est 55 personnes. Dans un décès, il y a 54 personnes qui restent. Pour affréter un vol spécial pour aller chercher ces personnes-là, on a besoin de protocole, vous pensez véritablement? Il suffit seulement d'affréter un vol, de prendre des dispositions urgentes et de dire, bon, tel vol, je ne sais pas quelle compagnie ils veulent, atterrit en Guinée équatoriale, on les amène, parce que c'est des Béninois. Si c'est confirmé que c'est des Béninois, on n'a pas de... Ils sont à Bata. Voilà, on n'a pas besoin de formalité. Si c'est des Béninois, c'est confirmé que c'est des Béninois, ça veut dire qu'en réalité, le vol peut aller directement les chercher. On peut affréter un vol, aller les chercher. Après, on peut faire les autres formalités. Mais quand on dit, après on prend une semaine, et après une semaine après on dit qu'on s'est communiqué pour les rassurer, je dis, écoutez, bon, les gens ne sont jamais d'accord avec moi, c'est ma manière de voir les choses, mais j'estime véritablement que à problème urgent, solution urgente. Très bien. Oumar Andjou, c'est
C'est la situation, oui, des migrants clandestins qui ont été abandonnés d'ailleurs par celui-là qui conduisait leur bateau quelque part dans les eaux. Et le bateau allait de lui-même jusqu'à se retrouver dans les eaux de la Guinée équatoriale. Et ils ont été récupérés par les autorités guinéennes, équato-guinéennes. Pour l'information que moi j'ai, Oumar, Roland, ça fait déjà 3 mois que ces gens-là sont là et sont nourris par la communauté béninoise en Guinée, précisément à Bata. Et l'intervenant qui m'a parlé a dit que au quotidien, il dépense tout au moins 130 000 pour préparer Vous faites bien de préciser à, le délai. à manger le délai, oui. C'est pas pour rien qu'il disait Oui, du délai. tout à fait. C'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Donc 130 000 par jour et que maintenant, ils n'ont plus de sous. Voilà. Même sur ce plateau, je continue de discuter, les informations continuent d'arriver. Et donc, Oumar, voilà un peu la situation. Le gouvernement, heureusement, a sorti un communiqué pour dire, puisque le consul, ce matin, m'informait que, le consul à Bata m'informait que il a eu des échanges avec le gouvernement, les membres du gouvernement, sa hiérarchie, le mercredi dernier, et que vraiment toutes les dispositions seront prises rapidement. Donc, d'où ce communiqué hier quand même pour rassurer les Béninois qui sont en situation difficile là-bas et qui sont des clandestins, qui seront rapatriés. Oui, on va dire que c'est bien de rassurer. Ça fait quand même 3 mois que ça dure et le moment est venu de tirer la sonnette d'alarme. Je pense que Laurent a suffisamment dit par rapport à ce que les autorités devraient faire. Ça fait partie de leur devoir. C'est de l'ordre de l'assistance à personne en danger. Et là encore, nous sommes dans le cas de concitoyens. C'est un devoir régalien pour notre pays d'agir très tôt pour pouvoir donc porter assistance à toutes ces personnes-là qui sont en difficulté là-bas à Bata. Moi, je pense que c'est là l'une des conséquences finalement de la migration, de l'immigration clandestine. C'est quelque chose de très grave. Vous avez vu le passeur, il a pris leur argent et finalement il les a abandonnés en pleine mer. Et ils se retrouvent comme ça sur les eaux. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir s'en sortir? Je tiens quand même à féliciter aussi tous nos compatriotes qui sont à Bata et qui agissent de manière solidaire envers toutes ces personnes-là en difficulté. C'est une très bonne chose, une centaine de mille par jour, alors qu'ils ont des familles à charge au Bénin ici à qui ils doivent envoyer régulièrement de l'argent aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Si des compatriotes individuellement comme ça se réunissent pour le faire, pourquoi pas notre État aussi, qui est plutôt, on va dire, organisé, qui a un ministère dédié à la solidarité, qui a un ministère dédié à tout ce qui est affaires étrangères, aux Béninois de l'extérieur et tout. Donc, il faut pouvoir maintenant agir afin que cette histoire-là, ça s'arrête enfin. Cela dit, nous allons donc observer la situation. Oui, je pense pour que voir si d'ici la semaine prochaine, quelque chose sera... les lignes vont bouger pour que ces Béninois puissent avoir satisfaction parce que selon ce que disent certains Béninois là-bas, ils trouvent que cela n'honore pas notre pays. Je crois qu'à défaut de trouver un moyen pour ramener ces personnes au Bénin, il faut que le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement prenne ses responsabilités en envoyant peut-être de l'argent à nos frères et sœurs de la communauté béninoise en Guinée équatoriale. Parce que c'est des filles, et c'est ce que je dis toujours en réalité. Dès lors qu'il y a un seul Béninois, même le plus petit des Béninois, un enfant d'1 mois, en difficulté quelque part dans le monde entier, c'est le pays qui réagit automatiquement et prend en charge tout ce qu'il y a autour. Donc, parfois, on a comme l'impression que dans nos pays, sous les tropiques en Afrique noire, malheureusement, que quand un citoyen en difficulté, on s'en fout en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité. Les priorités sont ailleurs. J'estime il y a quelques pays quand même qui se démarquent quand même, mais pas tous les pays. Et j'estime véritablement qu'il faut que nos gouvernants revoient leur copie à ce niveau. Faire en sorte que dès lors qu'il y a un Béninois qui est en difficulté quelque part, qu'on ne se mette pas à dire, on réfléchit, de rassurer. Il faut agir au plus vite. Ils savent ce qu'ils doivent faire depuis, mais ils ne le font pas. Et c'est parce que les gens commencent ils vont le faire. C'est parce que les gens commencent à dénoncer maintenant qu'ils ont sorti un communiqué. C'est parce que les gens ne commencent pas à les attaquer ou se dénoncer qu'ils ont sorti un communiqué. Sinon que le secrétaire général, en prenant par ici, la semaine dernière ou en début de semaine, la semaine dernière, a donc également évoqué le cas. Il a évoqué le cas pour dire que des choses sont faites. Voilà. D'accord, mais du jour où il est arrivé ici à aujourd'hui, là, si quelque chose a changé, les gens n'allaient pas continuer à bouder.
Et c'est parce que les gens commencent à bouder qu'ils ont dû sortir maintenant un communiqué pour rassurer. Je pense qu'il ne faut pas continuer à rassurer, il faut agir. Il faut agir. Quand même, on compte sur le gouvernement et il faut que le gouvernement agisse. Et on reviendra ici pour en parler, pour féliciter de ce qui a été fait. Et comme vous l'avez dit, en attendant, il va falloir rapidement envoyer de l'argent à nos frères béninois qui sont là-bas afin qu'ils puissent manger, puisque la communauté qui a déjà épuisé toute sa carte n'a plus de l'argent pour faire vivre ces personnes-là. Donc, c'est une démarche à faire. Laurent, allons donc au Niger, qui a désormais nommé son ambassadeur au Bénin, quand on sait que M. Agonkan, Djoblowski, si je ne me trompe, Jidas Agonkan Djoblowski est donc nommé ambassadeur et a pris fonction de l'autre côté du Niger. Et d'ailleurs, a effectué une rencontre avec la communauté béninoise au Niger. Et ça veut dire quand même que les relations sont au beau-fils ou presque au beau-fils. Les relations reprennent. Normalement entre les deux pays. Pas encore au beau-fils. Pas encore. Si les relations sont au beau-fils, la frontière ne serait pas toujours fermée. Mais le pétrole continue pas à couler. Oui, mais c'est une question commerciale. Ça n'a rien à voir avec la crise qu'il y a eu entre le Bénin et le Niger. Parce que c'est une question d'argent. Le pétrole passe par le Bénin, le Niger gagne, mais le Bénin aussi gagne. Si le Bénin ne veut pas gagner de l'argent, le Bénin peut continuer à l'interdire. Mais nous gagnons de l'argent du temps, donc c'est une question économique commerciale, donc on a des intérêts. Mais pas sur la question de la crise par rapport au Niger, c'est aussi un autre dossier. Et j'estime que, et c'est pour ça qu'au début, quand il y avait cette affaire de blocage du pétrole, je disais qu'on ne devait pas mélanger les faits. Parce qu'à force de vouloir répondre du tac au tac, on va mettre notre intérêt de nos pays en difficulté. Mais ceci étant, c'est déjà bon de savoir que le Niger a envoyé un nouvel ambassadeur au Bénin et on a pu voir ce que notre ambassadeur du Bénin près la République du Niger a fait au Niger. On a pu voir, on attend de voir ce que fera le nouvel ambassadeur du Niger au Bénin. Mais j'estime que la diplomatie, en fait, j'ai toujours dit que cette crise entre le Bénin et le Niger devrait être réglée sur le terrain diplomatique. Il fallait jouer la carte de la diplomatie. Et à un moment donné, il n'y avait pas d'ambassadeur des deux côtés. Et donc c'était difficile parce que c'est l'ambassadeur qui devrait rencontrer les autorités locales, discuter et faire le point à son président. Et donc maintenant, quand nous avons des ambassadeurs de part et d'autre, nous devons pouvoir espérer que nous ayons d'ici là un dénouement heureux de cette crise pour que les deux chefs arrivent à se parler, même s'ils ne veulent pas se voir, qu'ils arrivent quand même à se parler au téléphone et qu'on essaie d'organiser une rencontre bipartite entre le Bénin et le Niger où les cadres des deux côtés peuvent se retrouver soit à Niamey, soit à Cotonou pour discuter et maintenant qu'un rapport soit fait pour que nous puissions lever les barrières au niveau des frontières, que les activités économiques reprennent de part et d'autre parce que cette affaire a trop duré et les opérateurs économiques en souffrent. Les populations riveraines en souffrent. Des gens sont au Bénin et travaillent au Niger tous les jours et reviennent les soirs venir dormir au Bénin. Des gens sont au Niger et viennent travailler au Bénin et tous les soirs retournent se coucher au Niger. Et donc, avec la fermeture de la frontière, les restrictions qu'on a pu observer du côté des deux pays, cette situation fait que malheureusement nos compatriotes de part et d'autre, que ce soit du Bénin ou du Niger, souffrent. Il va falloir maintenant œuvrer pour cela. Ça a trop duré. Écoutez, le coup d'État de juillet 2023, c'est déjà derrière nous. Les gens sont passés à autre chose au Niger. Nous-mêmes, à notre niveau, nous sommes passés à autre chose parce que le chef de l'État a montré à un moment donné qu'il était maintenant ouvert à toute discussion, toute négociation avec la partie nigérienne. Il faille que Tiani aussi essaie de mettre un peu d'eau dans son vin et que comprenne que oui, au-delà de tout, la CEDEAO a poussé le Bénin à un moment donné à prendre des dispositions. Et par respect, en bon élève de la CEDEAO, nous avons exécuté, nous avons fait les frais. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut revenir à la table de discussion, que les chefs s'entendent. Oumar Diandjou, pendant que les frontières sont fermées, on est en train de nommer d'abord les ambassadeurs. C'est pour préparer quoi? L'ouverture de la frontière ou bien l'ouverture des frontières? Les choses avancent, on va dire. La tension est en train de s'apaiser et toute cette, comment on appelle, tension qui est en train d'être dissipée. Vous voyez le régime militaire qui venait, qui avait besoin d'affirmer son autorité, de montrer que c'est à eux désormais le Niger et que bon, il n'y a plus de Bazoum qui compte, alors que la CEDEAO disait non, il fallait rétablir l'ordre constitutionnel, il fallait ramener Bazoum au pouvoir. Donc ils étaient dans une certaine forme de reconnaissance, ils cherchaient de la reconnaissance, les militaires. Donc
donc ils avaient envie d'être fermes et de montrer à la communauté internationale qu'ils avaient bel et bien pris le pouvoir. Ça, c'était le premier, je crois, le premier point. Et du côté du Bénin aussi, on avait envie de s'aligner sur donc ce que décidait la CEDEAO, être de bons élèves de la communauté, on va dire, ouest-africaine. Mais finalement, cela a créé des dissensions entre les deux autorités. Les égos, toutes ces choses-là sont montées. Et finalement, bon, on a eu le résultat qu'on a eu. Roland disait tout à l'heure qu'il y a un pan économique qui est lié au pétrole. Moi, je pense qu'en termes de diplomatie, tout est à mettre en lien. Hein. Quand on parle de stratégie, de géopolitique, de toutes ces choses-là, tout est à mettre en lien. Que ce soit l'économique, l'institutionnel, le politique, tout ce que vous voulez, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte finalement. Et c'est là où j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous voyez, la tension qui est en train d'être apaisée aujourd'hui, vous pensez que les Chinois n'ont pas quelque chose à avoir dedans? Moi, je pense que voilà. Peut-être que vous êtes dans le... Non, mais le troisième larron dans cette crise-là, c'est qui? C'est la Chine. Et c'est dû au fait qu'il y a le pipeline qui quitte, comment on appelle, le Niger pour le port de Cotonou. Ils ont investi beaucoup d'argent là. Ils ne vont pas s'amuser à laisser tomber tout ceci. Et puis, vous savez, il a dit que c'est économique. Oui, en économie, on étudie tous les, comment on appelle, toutes les voies d'issue, tout ce qu'on peut faire pour que les choses aillent de l'avant, pour qu'on puisse gagner ce qu'on a investi. C'est sûr qu'au départ, on parlait donc de dévier le pipeline, de passer par un autre pays, tout ça. C'est sûr que les Chinois ont étudié toutes ces choses-là. Peut-être que la sécurité dans le Sahel ne leur permet pas. Peut-être que ce qu'ils ont investi au Bénin est déjà trop énorme et donc ils ne veulent pas perdre tout cet argent. Donc il y a tous ces éléments-là qui ont été mis en place. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en lien. Moi je pense que les Chinois ont joué un grand rôle. Il ne faut pas perdre de vue également le sommet Afrique-Chine où notre première, comment on appelle, notre vice-présidente était la deuxième autorité de notre pays, était, comment on appelle, était à Pékin. Il y avait les autorités nigériennes également qui étaient représentées. Vous pensez que les Chinois vont rester bras croisés, tout ce qu'on a englouti comme argent, comme, je ne sais pas, moyen, comme milliards sur le pipeline, vont se taire, ils ne vont pas réagir. C'est sûr qu'ils les ont écoutés là-bas. Ils les ont fait réagir là-bas. Ils ont mis les choses à plat là-bas. Et là-bas, les deux enfin, je ne veux pas dire belligérants, mais les deux pays qui se regardent en chien de faïence étaient complètement en terrain neutre. Vous voyez? Et c'est plus facile donc d'agir sur leur position. Ne pouvait pas refuser de recevoir l'autre ou de parler avec l'autre. Voilà. Et à aucun moment, les Chinois l'ont laissé tomber tout ce qu'ils ont investi. Et je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a la main de la Chine derrière. Et moi, ça me rassure un tout petit peu. Je l'avais déjà dit dès le départ. Je disais, les Chinois ne vont pas laisser tomber cette affaire-là. Voilà, ils vont trouver une solution. Mais les frontières ne sont pas ouvertes ou Les frontières ne sont pas ouvertes, mais c'est déjà un premier pas. Une fois que comment on appelle, les ambassadeurs sont nommés, et qu'ils vont commencer à travailler ensemble, ils vont voir comment on appelle, les voies et moyens pour réouvrir les frontières. Espérons maintenant, comme l'a dit Laurent, que les deux autorités se parlent, parce que ça aussi, ça compte. Ça aussi, ça compte. Oui, ça compte. Laurent, mais l'ambassadeur du Bénin, oui, vous voulez réagir, mais je vais vous poser la question et vous allez réagir, continuer. L'ambassadeur du Bénin n'a pas attendu. Hein. Lui, il a commencé déjà par rencontrer la communauté béninoise de l'autre côté. On va voir quelques images que j'ai apportées. Voilà. Et il n'a pas attendu, hein, Laurent. Il rencontre la communauté béninoise là-bas pour comprendre leurs problèmes et peut-être remonter les problèmes. Et puis, voilà, on verra donc si dans quelques jours également, l'ambassadeur du Niger nommé au Bénin fera la même chose. Et pourquoi pas, est-ce que c'est des signes qui annoncent quand même que les frontières seront ouvertes d'ici peu? Je vous laisse la parole pour réagir, après de peut-être réagir par rapport à la proactivité de l'ambassadeur du Bénin déjà au Niger. Est-ce que Gildas Akonkan, l'honorable, l'ambassadeur pourrait faire... C'est lui qui est au milieu? Oui, est-ce qu'il pourrait faire mieux que ça? Parce qu'il a assez attendu. N'oubliez pas qu'il a été nommé juste, et c'est quelques jours après qu'il y avait eu cette crise entre le Bénin et le Niger, notamment la fermeture des frontières. Il est resté à Cotonou longtemps, espérant qu'on puisse avoir un dénouement de la crise, et c'est pratiquement un an après qu'il a rejoint son poste à Niamey. Donc c'est normal que le temps perdu, il faut rattraper ça, et aller très vite. Alors, ce matin, je suis très, très heureux de voir que Ouma disent que la Chine a sa main dans cette affaire entre le Bénin et le Niger. Parce que je me rappelle des premières heures, quand il était farouche, campé sur sa position pour dire que non, le Niger n'a pas de
Oui, on peut reçoivre les émissions. Cherchez-nous les émissions, on va reçu ça là où il était Quand je disais que le troisième larron, la Chine devait s'imposer, il était le premier à me dire non, attention, la Chine n'a pas intervenu dans la crise entre le Bénin et l'Indien. Mais je peux vous dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, la puissance, je l'ai dit en tout cas au début, qu'il y a une puissance qui est entre les deux pays. Et cette puissance, et c'est ce que Omar a rappelé tout à l'heure, c'est que compte tenu de cette puissance entre les deux pays, le Bénin n'avait pas d'autre choix. Pas que le Bénin, même le Niger. Non, le Niger a déjà le pétrole vendu aux Chinois. Oui, le Bénin a signé un engagement avec les Chinois et les Nigériens. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, nous avons pris une décision sur laquelle on pouvait à tout moment revenir parce qu'on n'a pas le coup des franges pour être ferme jusqu'à la fin. Parce que les Chinois ont des engagements vis-à-vis de nous, nous avons des engagements vis-à-vis des Chinois. Et quand les Chinois vont rentrer dans le jeu pour dire « écoutez, arrêtez-moi ça », on n'a d'autre choix que d'arrêter ça. C'est ça qui fait que je disais au départ, toute décision que nous allons prendre, nous devons prendre du recul et analyser. Pour voir si les gens ne vont pas nous ramener, en tout cas, amener à nous ravaler entre griffes nos vomissures. Parce que si on crache pour dire ça ne passera pas, et tout le monde nous soutient, pas patriotisme, parce que vous vous rappelez, et c'est justement sur ce terrain que beaucoup m'ont combattu, que je ne suis pas patriote, je suis un anti-patriote, des trucs comme ça. Mais je continue de dire que si la question du pétrole était liée à la diplomatie entre le Bénin et le Niger, en réalité, le pétrole n'allait pas continuer à circuler par le Bénin. C'est ça. Ce pétrole-là, qui passe par le Bénin, n'a rien à voir avec notre diplomatie actuellement. Parce que nous avons une puissance qui est dans le jeu, qui va toujours continuer à s'imposer pour dire, écoutez, Béninois, vous voulez faire quoi? Mon argent, j'ai déposé là-bas. Vous devez vous arranger pour que j'ai mon pétrole. Ou autrement, tout ce que j'ai comme partenaire avec vous, je vais faire tout ça. Donc j'estime que véritablement aujourd'hui, on va oublier la question du pétrole. On va maintenant se concentrer sur la frontière et dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir la frontière pour que les activités reprennent dans les deux pays. Et j'estime que c'est la partie béninoise et la partie, en tout cas les deux parties, béninoises et nigériennes, qui doivent maintenant mettre leur ego de côté. Parce que dans cette affaire, il y a une question d'ego, qu'on se dise la vérité. Du côté du Bénin, il y a une question d'ego. Du côté du Niger, il y a une question d'ego. Les autres disent que, d'abord, vous imaginez quand on parle de Pouti sur ce plateau, les Nigériens sont les premiers à nous tomber dessus. Quand vous prenez la question vous dénoncez les décisions du Bénin, il se fait que malheureusement, certains compatriotes vous tombent dessus pour vous dire vous n'êtes pas patriote, vous êtes anti-patriote. Donc, et puis finalement, on ne veut pas voir la vérité en face. J'estime que de part et d'autre, que ce soit du Bénin, je ne sais pas qui va mettre son ego de côté, mais j'estime que les deux côtés, chacun doit mettre son ego de côté. C'est très important. Si on ne le fait pas, mais les égos sont déjà mis de côté. C'est pourquoi les ambassadeurs prennent fonction, non? Non, il faut aller au-delà de ça. Ce n'est pas une question d'ambassadeur seul. Hein. Je dis, c'est que Tiani s'asseye pour dire, bon, finalement, là, ce que je fais là, est-ce que ça profite au peuple nigérien? Ça nous amène où? Ça nous amène où? Et que Patrice Talon aussi s'asseye et dise, ce que je fais là, est-ce que les camions qui ont été bloqués, les opérateurs économiques qui n'ont plus d'activité aujourd'hui, le port dont les ressources ont baissé là, aujourd'hui, véritablement, est-ce que ça profite le peuple béninois ou bien c'est à moi ça profite? Qu'est-ce que j'y gagne? C'est de ça que je parle en parlant de mettre ego. Parce que si les gens ne réfléchissent pas de cette manière, c'est que nous allons continuer à dire, oui, nous sommes béninois, patriotes, nigériens, patriotes, on soutient Tiani, on soutient Patrice Talon, mais d'autres personnes qui sont acteurs au niveau des deux frontières, opérateurs économiques, transporteurs, vont souffrir, vous et moi. Combien de fois nous allons au Niger? Bon, en tout cas, depuis 10 ans. Vous avez été au Niger combien de fois? Et vous avez fait quelle activité commerciale au côté à Malanville ou carrément déjà depuis? Ma femme n'est pas au Niger. Voilà. Donc, alors qu'il y a des gens qui vivent autour de ces frontières-là, au quotidien. Les gens vivent là au quotidien, mais ce qui se passe les met en difficulté. Allez imaginer le nombre de personnes, peut-être le nombre d'hommes qui n'ont pas d'activité déjà et que peut-être les épouses ont déjà abandonné. Où les enfants ne vont plus à l'école, ou qui ont des problèmes de loyer, c'est une réalité. Ou qui ont des problèmes de loyer qu'on a déjà renvoyés et qui ne savent pas où mettre la tête. C'est une réalité. Ceux qui ont perdu leur emploi, chômage technique ou chômage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Imaginez toutes ces personnes-là, du côté du Bénin, du côté du Niger. Allez au port. Combien de temps que ça dure maintenant? Je ne sais même plus. Hein. Mais ça fait depuis juillet 2023. Maintenant, allez au port de Cotonou. Allez voir le nombre de déclarants en douane qui ont des difficultés aujourd'hui. Allez voir les transporteurs qui doivent amener des conteneurs de riz. Quand vous prenez un camion qui amène des tonnes de riz au Niger, le bas mot, c'est autour de 1,2 million qu'ils gagnent.
au bas, au milieu, autour de 1,2 million qu'il gagne. Et il enlève la carburation, il gagne de l'argent. Le chauffeur va vivre. Le mécanicien qui fait le contrôle, les vulcanisateurs vont manger. Les vendeurs de carburant, les stations, vont... ne dirais pas ça. Les stations vont vendre. Mais quand le flux baisse, les stations ne vendent pas aussi. Parce qu'un camion qui va au Niger, c'est tout au moins 500 litres de gasoil. Donc tout ça, toute la chaîne est en difficulté. Et c'est pourquoi je dis que chacun doit mettre son ego de côté et nous allons aller plus loin. Ma réaction. Oui, chacun doit mettre son ego de côté, nous devons aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi Laurent ramène les contestes précédents, parce que les contestes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. En tant que Béninois, lorsque votre État est attaqué, vous devez prendre un peu de recul, regarder les faits, qu'est-ce qu'on reproche à mon pays, et je prends position par rapport à ça. Mes prises de position dans le temps, rappelez-vous les contestes, rappelez-vous les déclarations qui ont été faites. Je suis béninois. Enfin, je ne sais pas. Vous voulez que on va faire une compilation des déclarations voilà, et revenu là-dessus. Et on revient, on refait les mêmes commentaires. Vous allez voir que je n'ai pas du tout changé. Je reste le même. Ma fierté de Béninois, personne ne pourra me l'enlever. Le président n'a rien à voir dans cette affaire. Non, je n'ai jamais. Moi, je ne l'ai jamais dit. Et si vous l'aviez dit, peut-être le contexte l'obligeait à le dire. Peut-être aussi, je ne sais pas. Maintenant, s'il s'agit d'un problème, d'une question de souveraineté nationale, où quelqu'un agit, enfin, pour que vous puissiez, enfin, où vous êtes obligé de montrer que non, le Bénin est un État souverain, vous allez attendre la Chine d'abord pour montrer que le Bénin est un État souverain. Non. Bon, enfin, moi, je ne sais pas. Maintenant, ce que je veux dire, attendez, je viens. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que selon le contexte, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre position. Il ne faut pas prendre nos dits comme des propos. Enfin, il n'y a rien qui soit immuable. Si le contexte change, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donc adapter nos propos à ce qui est là. Ce n'est pas qu'on est changeant, ça ne veut rien dire. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on analyse des faits. Et on analyse les faits également selon ce que nous ressentons. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. On ne prend juste pas de position, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Voilà. On n'a pas forcément besoin de vous défendre. Voilà. Non, si j'ai besoin, il ne faut pas qu'on me dise que non, je suis comment on appelle, un chauvin aveuglé par son amour du Bénin. Non, pas du tout. Je suis un patriote. Et il peut mettre, Laurent peut mettre une virgule dans votre souveraineté. Question de souveraineté dont vous parlez là. Dans la crise est-ce que les intérêts du Bénin étaient directement touchés? Les intérêts, qu'est-ce que vous appelez intérêt du Bénin? L'image du Bénin, c'est le premier intérêt du Bénin, c'est notre image, c'est ce que nous sommes, c'est la première des choses. On peut tout nous arracher, il va rester quelque chose d'intrinsèque, que nous sommes, ce que, voilà, les Béninois sont quoi? Mais quand cela est touché, il faut quand même réagir, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, ça, c'est pas une question d'ego. Quand on attaque la présidente de la République du Bénin, est-ce que le Bénin a été attaqué dans cette crise? Attendez, dans les propos. Dans quel propos le Bénin a été attaqué? Un petit peu. Enfin, Laurent, moi je ne me souviens plus exactement des propos. Si vous avez des choses, dites-le et on va vous dites que le Bénin a été attaqué d'un propos. Et vous allez voir. Le Niger n'avait pas attaqué le Bénin. Ce que je dis, je n'ai jamais dit attaquer. Enfin, attaquer peut-être que c'est un lapsus. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est quoi, Laurent? Écoutez, ramenez les contextes et je vous referai le même débat. Je vous referai le même discours. Bon. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi je dis, quand il faut agir en tant que Béninois et que nos autorités agissent. Mais la moindre des choses, c'est d'écouter d'abord, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la position? Et ça, moi, je le ferai toujours. Okay. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu et que la masse sur le continent, parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur le continent aujourd'hui, au point où dès que quelqu'un prend les armes et chasse un président démocratiquement élu, on a tendance à être derrière lui. Oui, il y a des difficultés, on peut comprendre les populations, on peut comprendre la masse dans ce sens-là. Ce n'est pas une raison pour dire, voilà, et donc ceux-là qui sont venus là, on doit coûte que coûte être derrière eux dès qu'ils agissent, dès qu'ils parlent. Moi, je me souviens de la déclaration. Non, mais attendez, je me souviens de la déclaration du président burkinabé. Je n'ai rien contre le président burkinabé. Mais quand le président burkinabé s'assoit devant un public. L'un des présidents Pouchy, ça, il a porté général. Hein. Voilà. Vous êtes informé? Attendez, je viens. Et ce monsieur, en public, dit que non, le Bénin est en train de fomenter quelque chose pour pouvoir attaquer le Burkina, des choses de ce genre. C'est bien après la question avec le Non, moi, je prends un exemple. Je ne suis pas en train de mélanger quelque chose. Bon, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas agir. On peut passer à autre chose. Écoutez, question de souveraineté. Ce qui me fait un peu mal dans
dans votre truc, c'est que vous n'arrivez pas à ramener le contexte. Moi, j'ai Attendez, oublié. j'en Mais viens. ramenez-moi un Mon cher contexte, Omar. ramenez-moi quelque chose Mon et cher vous Omar, tiendrez le même quand discours. quand vous parlez de souveraineté, Bon, il parle de Vivement que la souveraineté. frontière soit ouverte, Attendez. vivement que les ambassadeurs travaillent, Quand vous pour parlez que de tout ce que vous avez souveraineté, dit là, les gens qui n'arrivent plus à manger, c'est ça qui nous préoccupe le question plus. de souveraineté. Vivement qu'on ouvre les frontières et que les gens aillent le Bénin comment on se appelle, défendra, le Bénin se défendra quand ses intérêts sont touchés. Et je serai le premier à défendre le Bénin, nos autorités. Ah, ça me rassure, je suis d'accord. Ça me rassure, à vraiment. défendre nos autorités quand les intérêts du Bénin sont touchés. Mais ne nous voilons pas la face, cher Omar. C'est quoi? Dans la crise face au Niger, avec le Niger. Le Bénin avait tort. Attendez. Laissez-moi finir. Laurent. La CED doit prendre une décision. Le Bénin. Est-ce que vous allez encore faire l'histoire? Non. de ça, là, Je maintenant? veux vous rappeler ça parce que le Bénin a été le premier. A été. Laurent, on a parlé des ambassadeurs. Attendez. Alors, Non, c'est déjà bon, on peut passer à un autre sujet. Il m'a dit de rappeler le contexte. Donc on va faire ça là maintenant. Je ne dis pas de Laissez, soutenir on les boutiques. va faire un plateau spécial pour ça. Il fallait tenir compte des intérêts des compatriotes aussi quand on voulait fermer la frontière. D'accord, C'est ça, parce que vous savez, il y avait bref, plus de 1000 camions bloqués à la frontière et des Béninois en difficulté, des opérateurs économiques en difficulté. Parce qu'on voulait être le bon élève dans ce dialogue. Qui a fermé la frontière? Attendez, pendant que. Qui a fermé la frontière? C'est pas le Bénin qui a fermé. C'est pas le Niger qui a fermé. non. Allez revoir un peu. Comment vous pouvez dire ça? C'est pas le Bénin qui a fermé. Qui était le premier à fermer la frontière? Qui a mis des conteneurs? C'est qui a fermé? C'est le Bénin qui a fermé en respectant les dispositions de la CEDEAO. Mais pendant Et ce temps, après le président Patrice Talon, ayant vu que la situation étant ce qu'elle est, il a lâché du lest. Quel mois? Il a Combien fait de mois preuve après? de beaucoup Combien de de mois comment on après? appelle, On de appelle souplesse. ça. Oui. Combien de mois Il n'est après? pas resté rigide. Mais après, Combien les de mois putschistes après? n'ont pas Combien réagi. de mois après? Oui, mais est-ce qu'il n'a pas fait preuve Tinoubu de qui a largesse? motivé ça était le premier à se cacher pour ne pas exécuter. Tinoubu, le premier, a demandé à la CEDEAO, il faut faire ça. Était le premier à se C'est mon cacher. président nigérien que vous Il parlez comme ça. Il s'est était le caché. premier à se ressaisir parce qu'on l'a interpellé dans son pays. Il s'est ressaisi automatiquement pendant que nous étions fermes. C'est de ça que je parle en réalité pour dire, en réalité, il fallait tenir compte des intérêts des compatriotes, des opérateurs économiques. Aussi longtemps que nous allons prendre des décisions sans tenir compte des intérêts de nos compatriotes, des opérateurs économiques, des travailleurs, ça va pas marcher. J'avais une dernière c'est pas question, bien. mais comme vous avez préféré aller sur un autre volet, je vais changer de sujet. Et parce que là, la dernière question, c'était que avec cette fermeture des frontières qui a déjà duré plus d'1 an, il y a des endroits où les djihadistes vont gagner du terrain, puisqu'il n'y avait plus de mouvement. Donc maintenant, avant d'ouvrir la frontière, comme le disait le président nigérien, si je ne me trompe, il va falloir d'abord sécuriser, Voilà, il y a tout un préalable à faire, forcément. renettoyer ces endroits-là. Oui, il y a tout Parce un que préalable à faire. la nature a horreur du vide. Quand il y a du vide, eux, ils vont avancer. Voilà, il y a d'autres ils vont... éléments En fait, qui vont- la qui vont non-collaboration occuper- qui vont entre les occuper deux- la le terrain. non-collaboration entre les deux pays, c'est un problème pour notre sécurité, que ce soit du côté Niger ou du côté... Parce que les gens ne se parlent pas. Si les gens ne se parlent pas, les djihadistes ont offert de chercher des refuges, de se réfugier du côté du Bénin, parce que les Du côté Nigériens... du Niger. Comme ils ne se parlent pas, il n'y a pas possibilité de traquer ces djihadistes-là. C'est ça. Il vaut mieux maintenant aller, et je continue de dire, aller à la table de négociation, discuter maintenant, que les forces de défense et de sécurité des deux pays se parlent, parce que c'est beaucoup plus à ce niveau aussi qu'il y a une question de méfiance. Parce que le Niger pense que le Bénin veut les attaquer, les Nigériens aussi pensent que les Béninois veulent faire faciliter l'entrée des Français ou bien des armes sur le territoire. Dans ce niveau, il faut quand même ramener la confiance. Aussi longtemps que nous n'allons pas travailler à ramener la confiance, ça va continuer comme ça et les djihadistes continueront à prendre le dessus sur les deux peuples et c'est bien dommage pour nous. Ça reste quand même une hypothèse, on ne sait pas réellement ce qu'il y a sur le terrain, mais je pense que c'est un préalable qu'il faut faire et ramener la sécurité, sécuriser vraiment les alentours des voies avant d'ouvrir. C'est un travail qu'il va falloir faire, il va falloir vraiment prendre ça très au sérieux. Et comme l'a dit Roland, les opérateurs économiques en souffrent. Beaucoup de personnes en souffrent. Au-delà des opérateurs économiques, il y a des comment on appelle, des bénino-nigériens qui ont besoin de traverser de part et d'autre. Il y a des gens qui sont habitués à traverser tous les jours le fleuve Niger. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Je suis complètement d'accord. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça plutôt que de ramener de vieilles querelles, quoi. Comme moi et Laurent. Je ne sais pas si oublions tout ça. Je ne sais pas si vous n'êtes pas trop jeune pour parler du général Kouyami, parce que vous êtes des jeunes là, mais bon, en fait, je blague parce que le journaliste, quelle que soit sa jeunesse, il est cultivé.
Il est cultivé et il s'informe sur le passé. Notamment le celui qui prend la décision de faire des analyses politiques, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas. Parce que toute analyse politique se fait en prenant en compte comment on appelle, tous les événements passés et aussi les événements actuels, les événements majeurs actuels et enfin se projeter. Oui, le général Kouyami, le général Kouyami, moi je l'ai vu pour la première fois à la frontière Bénin-Togo. Vous alliez en exil? Non, on revenait du Togo. Et puis, on a vu une voiture à l'immatriculation plaque bleue du Bénin qui était devant nous. La voiture allait très vite. J'ai demandé à mon chauffeur de suivre la voiture pour comme nous-mêmes on est RB, on va faire le chemin ensemble. On le poursuivait jusqu'à la frontière Bénin-Togo. Et quand on devait faire les formalités de douane, il est descendu. Moi, j'étais dans une voiture fumée, comme lui. Donc, il est descendu, il est venu à notre voiture et on a descendu la ville. Il a dit, mais pourquoi on le suit comme ça? C'est un monsieur grand de taille, et très influent, mais courtois. Moi, j'aime son visage. Non, mais il y avait un charisme avec le général Kouyami. Voilà, ça faisait peur au Bénin, surtout au temps du marxisme-léninisme, la période révolutionnaire où le président Kérékou était. Voilà, donc ça. Même quand Kérékou est revenu. Oui, même quand Kérékou est revenu. Son nom a circulé comme quoi vous voulez faire voilà, coup d'État. Non seulement quand Kérékou est revenu, même avant le retour, avant Kérékou II, il y a eu Soglo, il a été nommé gendarmerie nationale. Donc c'est un haut cadre, sur le plan militaire, c'est un haut cadre également sur le plan de la politique. Il a joué un rôle très important pour ce pays. Il est tout à fait normal que sur ce plateau, plusieurs ministères, ministère de la jeunesse, de la jeunesse, de la mobilisation populaire. Il avait commencé par la sûreté d'État d'abord. Voilà, la sûreté d'État, très jeune en ce moment. Vous avez vu les jeunes qui parlent de quelqu'un qui est plus âgé qu'eux. Mais les livres d'histoire sont là aussi. Et nos parents nous vont raconter pas mal de choses aussi. Voilà. Même si on n'est pas forcément des enfants de 1970, on comprend, on connaît, c'est pas un passé très lointain non plus. Voilà, je ne suis pas de 83 ou 84. Je suis de 62. Ah, il est de 62, lui. Donc, vous voyez un peu, le général Kouyami, c'est quelqu'un dont le Nord compte. Et à part lui, il y avait un autre aussi à Calavi, qui vivait à Calavi, là. Et comment un autre général? Je ne sais plus, moi. Un général de l'armée? Oui, un membre très influent de l'armée dans le temps. Ah bon, à Calavi, moi, je ne sais pas. C'est le maître de Calavi qui est ici. Il y a mon Sika qui est l'ancien, qui était l'ancien. Il y a un autre encore, je crois qu'il est décédé maintenant, dont le nom faisait très peur également, très proche de Kérékou dans le temps. Voilà, il y avait tout ce monde-là. Donc, Kouyami qui part, on ne va pas dire que c'est un vide qui est laissé, mais c'est une page quand même de l'histoire du Bénin qui est en train d'être tournée. Il a fait son temps, 82 ans quand même. Oui, c'est ce que je dis, c'est une page du Bénin qui se tourne. On aurait aimé peut-être qu'il soit là. Puisque quand il y a les anciens dans la maison, les jeunes ont peur. Voilà, non seulement ça, mais c'est toute la mémoire également chez nous, c'est les anciens qui l'ont. Voilà, donc c'est toute une bibliothèque qui se brûle, comme l'a dit en Patéba. Voilà, et c'est une page du Bénin qui se tourne. D'accord, donc hommage au général Kouyami, on présente. Bon, ça nous fait peur quand bien même il est agi, quand on dit François Kouyami, général François Kouyami, les gens ont peur. Mais est-ce que vous connaissez son histoire où il a été emprisonné? Vous savez qu'il a fait la prison? Oui, il a. Et vous savez qu'il s'est évadé de la prison également? Bien évidemment. Voilà, donc il y a de quoi. Il y a de quoi. Quelqu'un qu'on a emprisonné qui s'évade de prison de façon spectaculaire, s'il vous plaît. Donc il y a de quoi avoir peur quand même. Donc du coup, c'est normal. En tout cas, quand il meurt, on va dire condoléances à sa famille, à ses enfants, à ses proches collaborateurs, ceux qui l'ont connu, l'ont beaucoup côtoyé. Et dire que, en fait, quand vous voyez un peu la vie de ce général, au-delà de ce qu'on peut leur reprocher au cours de la période révolutionnaire, c'est des gens dont on n'a pas cité des noms, on n'a pas entendu des noms dans des scandales d'État. C'est ça. Scandales d'État. Un point important que vous soulevez. Et des gens qui l'ont côtoyé, en tout cas, quelques-uns que j'ai pu voir m'ont dit que c'est un bon monsieur. J'estime que si véritablement c'est confirmé que c'est un bon monsieur, que ceux-là qui sont encore là, qui s'occupent de la hiérarchie militaire ou je ne sais quoi aujourd'hui, s'inspirent de ces personnes-là, pour soit des modèles,
pour qu'au soir de leur vie, on puisse faire de bons témoignages sur eux. C'est très important. J'aurais bien aimé que Carole Laye soit sur ce plateau, puisque par le passé, elle a donc animé une émission qu'on appelait Hommage aux anciens, où elle a reçu le général Kouyami. Je n'ai pas eu l'idée très tôt, sinon j'aurais pu la faire venir sur ce plateau pour qu'elle nous fasse le témoignage de ce monsieur qu'elle a eu à rencontrer, avec qui elle a réalisé une émission, et comment elle a pu l'avoir pour réaliser cette émission. Je n'ai pas eu l'idée trop tôt, mais c'est pas tard. On peut donc revenir là-dessus, pourquoi pas la semaine prochaine. Voilà. Pour finir. Oui, enfin, on a dit l'essentiel. Hein. C'est des hommes qui étaient plutôt exemplaires lorsqu'ils faisaient le travail. On peut leur reprocher des choses parce que la période révolutionnaire n'a pas été complètement. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher. Il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher, mais en ce qui concerne, et on va dire en général, l'amour du Bénin, je pense que c'est des gens qui étaient très amoureux de leur pays. Ils savaient, très patriotes, ils savaient vraiment ce que c'est que le peuple, ce que représentait le peuple. Et ils en avaient conscience. C'est parce qu'ils en avaient conscience justement qu'on a pu aboutir à 1990 à la conférence nationale des forces vives. Parce que si ces personnes-là, tous ceux qui étaient autour de Kérékou et Kérékou lui-même, ils n'avaient pas cet amour-là du peuple, je vous assure, on aurait pu basculer dans autre chose et le bain des sangs nous aurait éclaboussé, comme l'avait dit l'autre sage. Voilà. Donc moi je pense que c'est des gens à qui il faut tirer vraiment une révérence. Ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué, comment on appelle, les peuples, ils ont marqué les esprits. La preuve, nous-mêmes qui n'étions même pas encore nés au moment où ils exerçaient leur pouvoir. Nous parlons d'eux aujourd'hui comme si on les connaissait parce que tout simplement, ils ont laissé leur nom dans les annales de l'histoire du Bénin. Est-ce que vous connaissez d'autres généraux qui sont encore là? Moi, je pense le général au général Noukpo. J'ai une pensée pour le général Noukpo. Général Mamasika. Mamasika qui a été ministre de l'Intérieur, dernier ministre de l'Intérieur pour Kérékou 2. Général Azoïro. Azoïro, c'est le nom que je cherchais depuis. Voilà, Azoïro. Oui, c'est le nom que je cherchais. Voilà un nom très influent. Voilà. Donc, mais il habite pas Calavi. Il habitait Zogbo, terrain, on va dire terrain. Kourounou. C'est parce que vous avez dit Calavi. Il habite Kourounou. Quand on disait Kouyami, c'est Azoyo qui suivait, enfin, ou bien Azoyo et Kouyami ensuite, non? C'était les noms, ça. Il habitait Kourounou, il est actuellement à Teddy. Vous nous promettez d'aller lui rendre visite très prochainement? Si... Bon, parce qu'actuellement, il est souffrant, un peu grabataire, donc il ne faut pas le fatiguer. Mais par contre, je crois que le général Mamasika est encore là. Il a été pilote du général Mathieu Kékou et l'une des histoires que je retiens de lui, c'est qu'il voulait atterrir à l'aéroport de Cotonou, il n'y avait pas de lumière. Et c'est quelqu'un, il a demandé à quelqu'un d'allumer le phare de sa moto Boykan, c'est ça qui lui a permis d'atterrir. Il est encore là, on peut le rencontrer. Il a été le dernier ministre de l'Intérieur du général Mathieu Kékou. Un monsieur assez intègre, j'avoue, parce que je suis resté dans sa rue. Oui, c'est assez intègre. Voilà, c'est ce qu'on et donc, pour finir ça, j'allais dire peut-être à tous ceux-là qui ont des responsabilités aujourd'hui, soyez intègres, servez sans vous servir. Pour que demain, nos enfants puissent parler sur un plateau comme on le fait maintenant. Voilà, servez le peuple sans vous servir, parce que quand vous vous servez trop, vous êtes constipé. Quand on est constipé, on tombe malade. Et la maladie, c'est l'hémisphérité. Voilà. Il faut rentrer dans l'histoire par la bonne porte. C'est important. Parce qu'il y a deux manières de rentrer dans l'histoire. Il y a la bonne, et avec tout ce que cela a comme conséquence, comme héritage, mauvais héritage que vous avez laissé à la postérité, à vos enfants également. Et aussi, il y a la bonne porte par la probité, l'intégrité, tout ce qu'on a pu dire sur ce plateau. Être vaillant également. On lance au week-end quand même. Aura lieu la cérémonie de votre belle-mère. Moi, je n'étais pas informé quand même. Hein. J'ai oublié cette date. Oui, et je sais que vous êtes plié en quatre pour venir ici. Normalement, oui, franchement, je ne devais pas être là. Celui qui j'ai dû négocier pour que quelqu'un vienne me remplacer, mais ça n'a pas marché. Il fallait que je réponde au devoir. Je dois vite partir, donc c'est pas grave. On se voit demain. Le programme, c'est demain? Demain à 10h, messe d'enterrement, et puis à partir de 13h, vous êtes conviés pour la réception. Merci, on vous présente. Il y a une réunion de presse ce soir si vous pouvez être là. On vous présente toutes nos condoléances. Merci. Du courage à madame. Vous êtes en train de traverser une étape qu'on n'a pas encore traversée. On ne souhaite pas la traverser tôt maintenant. Hein. Donc voilà, du courage à vous. Moi, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Laurent, bon retour. Que tout se passe bien, que Dieu vous bénisse. J'espère que le professeur Kofi Aza est déjà dans les coulisses et qu'il est là. Voilà. Laurent me rassure qu'il est déjà là. Il est rentré au même moment que vous, donc il est là depuis. Oh là.